Une famille de 4 personnes a disparu lors d'une excursion en montagne, victime présumée d'un tragique accident de randonnée. Mais 3 semaines plus tard, une caméra sauvage filme quelque chose qui amène tout le monde à s'interroger sur ce qui s'est réellement passé, révélant une vérité si sinistre que personne n'aurait pu l'imaginer. Le vent siffle dans le parc national des Écrins dans les Alpes françaises, portant avec lui la promesse d'un nouveau front froid. Éléonore Dubois, plus connue sous le nom d'Élie, descend de la télécabine, ses chaussures de randonnée usagées crissant sur le sentier enneigé. À 67 ans, ses pas sont mesurés mais assurés. La démarche de quelqu'un qui a traversé ces montagnes pendant des décennies. Ses yeux, toujours vifs malgré les années, scrutent le sentier de montagne brumeux qui s'ouvre devant elle. La visibilité était mauvaise, mais cela ne l'inquiétait pas. Elle connaissait ces sentiers mieux que quiconque. Elle les avait parcourus, enseignés et secourus pendant plus de 30 ans en tant que garde-monitrice et instructrice de survie en milieu naturel. Elle ajusta son sac à dos et se dirigea vers le chalet qui servait de point de repère aux randonneurs. Sa structure en bois se dresse résolument contre le flanc de la montagne, la fumée s'échappant de la cheminée. Alors qu'elle déposait son lourd paquetage dans le hall d'entrée, chassant la neige de ses bottes, un visage familier se leva de derrière le comptoir. Madame Dubois? Le visage de l'employé local s'illumine de reconnaissance. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Bonjour, Thomas, dit Élie, sa voix portant le poids de son intention. Thomas se pencha en avant, baissant la voix. Des nouvelles de ta famille? Élie secoua la tête, les rides se creusant autour de ses yeux. Pour la plupart des visiteurs, elle était Éléonore, l'ancienne garde, une légende parmi le personnel du parc et les randonneurs réguliers. Sa réputation d'animatrice de retraite de survie pour femmes à la retraite n'avait fait que renforcer le respect qu'elle avait gagné au cours de ses 3 décennies de service. Pas encore, répondait-elle en ouvrant son manteau. C'est pourquoi je suis de retour. Thomas acquiesce solennellement. Tout le monde en ville connaissait la tragédie de la famille Dubois. Antoine, le fils d'Élie, sa femme Cécile et leurs jumelles Manon et Léa ont disparu depuis près d'un mois. Ce qui avait commencé comme une banale randonnée d'un week-end s'était transformé en un cauchemar pour toutes les familles. Élie sort de son sac une pile d'avis de recherche. L'affiche du haut montre une famille de 4 personnes souriantes. Antoine dans son solide sweat à capuche vert, Cécile avec son sourire chaleureux et les jumelles, Manon en jaune vif et Léa en violet. Leur sourire assorti révèle des espaces identiques où des dents de lait sont tombées. J'espérais pouvoir les installer pour remplacer les anciennes, dit-elle en tendant légèrement la pile pour l'exposer autour du gîte et au départ des sentiers. Bien sûr, répondit Thomas sans hésiter. Vous avez besoin d'aide? Le directeur a déjà donné son accord. Il m'a dit de vous dire que si nous pouvons faire quelque chose d'autre, vous n'avez qu'à le demander. Merci, dit Élie, reconnaissante de la gentillesse qu'on lui avait témoignée tout au long de cette épreuve. Tandis qu'elle se déplaçait dans le pavillon, épinglant des affiches sur les tableaux d'affichage, et près des entrées, Élie ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de ce jour-là. C'était un samedi matin ordinaire lorsqu'Antoine l'a appelée pour l'inviter à se joindre à leur randonnée. Viens, maman, avait-il dit d'une voix enjouée au téléphone. Les filles ont demandé leur histoire de grand-mère Ellie toute la semaine. Elle avait voulu y aller, avait presque annulé ses autres projets, mais l'événement caritatif auquel elle s'était engagée des mois auparavant ne pouvait pas être reporté. Il s'agissait d'une collecte de fonds pour l'éducation à la nature sauvage des jeunes défavorisés, une cause qui lui tenait à cœur. La prochaine fois, avait-elle promis, prenez beaucoup de photos pour moi. Et c'est ce qu'ils ont fait. À la mi-journée, alors qu'elle installait des présentoirs pour l'événement caritatif, son téléphone a sonné avec un message d'Antoine. Il s'agissait d'un portrait de famille parfait, les 4 souriant largement sur fond de montagne. Elle avait souri, remarquant qu'il l'avait prise au même endroit, comme toujours. Cécile avait mentionné une fois qu'elle voulait créer une sorte de time-lapse montrant comment les filles grandissaient face aux montagnes immuables. L'idée lui avait semblé si douce et si sentimentale.
Quelques heures plus tard, lorsque l'événement caritatif s'est terminé et qu'Ellie est rentrée chez elle, elle a remarqué plusieurs appels manqués d'Antoine. Il y avait aussi un SMS. Ah, le temps se gâte ici. J'écourte la randonnée. On se reparle plus tard. Elle a essayé de le rappeler immédiatement, mais l'appel est tombé directement sur la boîte vocale. Le téléphone de Cécile a fait de même. Au début, Ellie s'est dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Le service de téléphonie cellulaire était notoirement insuffisant dans certaines parties du parc, mais lorsque le soir est arrivé et qu'il n'était toujours pas rentré, l'inquiétude s'est transformée en peur. Cette nuit-là, elle a appelé la police. Dès le matin, des équipes de recherche passaient au peigne fin les sentiers les plus fréquentés. Les bénévoles de la communauté sont venus en masse, beaucoup se souvenant d'Antoine lorsqu'il était enfant et qu'il suivait sa mère garde forestière sur les sentiers les plus sûrs. Après une semaine de recherche intensive, avec des hélicoptères scrutant le ciel et des équipes à pied en contrebas, la police a commencé à exprimer ce qu'Ellie refusait d'accepter. La probabilité de les retrouver vivants diminuait de jour en jour. Madame Dubois, a dit gentiment le coordinateur des recherches, nous avons couvert toutes les zones probables à ce stade. Avec les systèmes météorologiques qui passent, je suis désolé, mais nous devons envisager la possibilité d'un accident tragique. Mais Ellie connaissait son fils. Antoine avait l'expérience de ces montagnes. Il avait grandi en respectant leurs dangers. Il n'aurait jamais mis sa famille en danger, il aurait lu les panneaux météorologiques, il aurait cherché un abri ou fait demi-tour avant que la situation ne devienne dangereuse. Il s'est passé quelque chose d'autre, quelque chose de plus qu'un simple accident de randonnée. C'est pourquoi, bien que la police ait réduit ses efforts de recherche, Ellie était retournée à la montagne. Si personne d'autre ne pouvait retrouver sa famille, elle le ferait elle-même. Alors qu'elle sortait pour coller d'autres affiches au départ des sentiers, ses doigts se raidissaient dans le froid. Elle fixa soigneusement chaque affiche, s'assurant qu'elle ne serait pas arrachée par le vent. À chaque affiche, elle pense à la dernière photo d'Antoine, la famille souriante, inconsciente de ce qui l'attend. Un jeune couple passe devant elle. Son regard s'attarde sur l'affiche avant de se porter sur le visage d'Ellie, avec reconnaissance et pitié. Elle s'est habituée à ces regards au cours des dernières semaines, mais la pitié ne trouvera pas sa famille. C'est la détermination qui l'emportera. Une fois les affiches fixées au point de départ du sentier principal, Ellie fixa la montagne, dont le sommet était obscurci par les nuages. Quelque part là-haut, les réponses attendaient, et elle les trouverait, quoi qu'il arrive. Ellie continua d'afficher méthodiquement les avis de disparition le long du sentier de randonnée, arrêtant les randonneurs au passage pour leur demander s'ils avaient vu sa famille. Chaque conversation suivait le même schéma. Regard compatissant, tête secouée, espoir marmonné d'une fin heureuse. Après le 20e « non, désolé », Ellie s'était presque résignée à une nouvelle journée de déception. Puis, alors qu'elle fixait un dépliant sur une borne du sentier à environ 2 kilomètres, une silhouette émergea d'entre les arbres à sa droite. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une tenue de camouflage et d'un gilet de sécurité orange, s'est approché d'elle d'un pas décidé. « Excusez-moi », l'interpelle-t-il, le souffle visible dans l'air froid. « Ça vous dérange si je prends l'un d'entre eux ?» Ellie se retourna, l'étudiant. Il avait l'air usé de quelqu'un qui passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une barbe épaisse, parsemée de gris et des yeux alertes qui semblaient cataloguer tout ce qui se passait autour de lui. « Bien sûr », répondit-elle en lui tendant un prospectus. « Je m'appelle Gérard Lenoir », dit-il en tendant une main gantée. « Chasseur local. Je viens dans ces montagnes depuis 30 ans. » Ellie lui serre la main. « Éléonore Dubois. Mes amis m'appellent Ellie. » La reconnaissance brille dans ses yeux. « La garde monitrice ? J'ai beaucoup entendu parler de vous au fil des ans. Je respecte ce que vous avez fait pour le parc. » Gérard étudia attentivement le prospectus, les sourcils froncés. « Quand avez-vous dit qu'elles avaient disparu ? » ?»« Il y a 3 semaines. Presque 1 mois maintenant. » Gérard fouille dans la poche de sa veste et en sort un petit appareil. « Vous savez, je pense que je devrais vérifier quelque chose. J'ai installé des caméras pour suivre les déplacements du gibier. » Le pouls d'Ellie s'accélère. « Tu penses que tu as peut-être attrapé quelque chose ?
Ça vaut peut-être la peine de regarder? Gérard manipule l'écran de l'appareil, faisant défiler ce qui semble être une série de photos et de vidéos. Ses mouvements devinrent plus lents, plus délibérés, alors qu'il se concentrerait sur des segments particuliers. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ellie, incapable de contenir son espoir. Tu as vu quelque chose? Gérard ne répond pas tout de suite. Il continue à visionner les images, jetant de temps à autre un coup d'œil entre l'écran et le dépliant qu'il tient à la main. Puis il s'arrêta, le doigt sur l'écran. Madame Dubois, je pense que vous devriez voir ceci. Il tourna l'appareil vers elle. L'image était granuleuse, la forêt environnante enveloppée de brume, mais le cœur d'Ellie faillit s'arrêter lorsque 3 silhouettes traversèrent le cadre. Une femme aux cheveux mi-longs et 2 jeunes enfants, tous se déplaçant avec une prudence évidente à travers les broussailles. La femme portait une veste de couleur claire, corail ou rose, tandis que les enfants étaient vêtus de jaune et de lavande. « C'est eux !» chuchote Ellie, la voix chevrotante. C'est Cécile et les jumeaux. Gérard acquiesce, l'air grave. Je m'en doutais. Regarde l'heure. La date affichée dans le coin de l'écran indique que les images ont été filmées il y a seulement 3 jours. 3 jours? La voix d'Ellie s'élève avec incrédulité et un regain d'espoir. Ils sont vivants. Mais où est Antoine? Mon fils devrait être avec eux. Gérard zoome autant que la qualité des images le permet. C'est une caméra fixe. Elle ne capte que ce qui passe devant elle. Votre fils aurait pu marcher derrière eux ou prendre un autre chemin. Il n'y a aucun moyen de le savoir à partir de cette image. Ellie fixa l'image figée, s'imprégnant de la vue de sa famille. Ils avaient l'air usés et secoués, avançant à pas prudents comme ceux qui naviguent en terrain inconnu. À un moment donné, il s'était légèrement tourné vers l'appareil photo, mais ne semblait pas le remarquer, probablement bien caché, dans le but de suivre la faune sans se faire repérer. Où cette photo a-t-elle été prise exactement? Demande Ellie, l'urgence dans la voix. Gérard affiche une carte GPS sur son appareil. Ici, dit-il, en désignant un endroit précis. C'est au nord, à environ 8 km de l'endroit où nous nous trouvons. Le terrain est accidenté là-haut. Beaucoup de ravins non marqués, des pentes instables. Ellie. Il se rend compte de la situation. C'est en dehors de la zone de recherche. La police n'est jamais allée aussi loin au nord parce qu'elle disait que c'était trop dangereux. Il n'y a pas de piste entretenue. Le risque d'avalanche est élevé après les tempêtes que nous avons eues. Exactement. Ce n'est pas un endroit où une famille avec de jeunes enfants s'aventurerait habituellement. C'est pourquoi personne n'a pensé à y jeter un coup d'œil, conclut Ellie. Gérard, j'ai besoin d'une copie de ces images. Il faut que je la montre immédiatement à la police. Gérard acquiesce, travaillant déjà au transfert du fichier. Je peux vous l'envoyer par courriel tout de suite, griffonne-t-il sur un petit bloc-notes. Mon numéro de téléphone. Appelez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Je connais bien les régions du Nord. Merci, dit Ellie, la voix chargée d'émotion. C'est la première vraie piste que nous avons depuis des semaines. J'espère que ça nous aidera, répond Gérard, et j'espère que vous les retrouverez sains et saufs. Alors qu'il termine le transfert des fichiers, Gérard consulte sa montre. Il faut que je redescende. Il se fait tard et j'ai déjà ce que je suis venu chercher. Il fait un geste vers son sac de chasse. Ça va aller? Oui, dit Ellie, en serrant son téléphone avec les précieuses images. Je retourne à ma cabane pour appeler la police, tout de suite. Ils marchèrent ensemble vers le chalet, le chemin étant plus facile à parcourir en descendant. L'esprit d'Ellie s'emplit de nouvelles possibilités. Sa famille était en vie, du moins depuis 3 jours. La police allait devoir reprendre les recherches. Ils vont devoir chercher dans des zones qu'ils avaient jusqu'à présent ignorées. Lorsqu'ils atteignent le pavillon, Gérard lui tire son chapeau. « N'oubliez pas d'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. » « Bonne chance, Madame Dubois. » « Merci, Gérard, » répondit Ellie en le regardant se diriger vers le parking. Elle se retourna et se précipita vers la cabane qu'elle avait louée, avec une détermination nouvelle à chaque pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentait quelque chose de plus que le chagrin et le désespoir. Elle ressentait de l'espoir. Dès qu'Ellie entra dans son chalet, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle arriva au contact enregistré de l'inspecteur Moreau
l'officier responsable de l'affaire de sa famille. L'inspecteur Moreau à l'appareil, lui répondit-on rapidement. Je suis Éléonore Dubois, dit-elle en essayant de garder une voix stable. J'ai trouvé des preuves que ma famille est vivante. Il y eut une brève pause avant que l'inspecteur ne réponde. Quel genre de preuves, Madame Dubois? Une vidéo provenant d'une caméra de surveillance. Elle montre Cécile et les jumeaux se déplaçant dans la forêt il y a seulement 3 jours. Ellie explique la rencontre avec Gérard Lenoir et l'endroit où la vidéo a été filmée. Je t'envoie la vidéo tout de suite, poursuit-elle en remontant sa messagerie. Il faut que vous la voyiez, inspecteur. Nous devons reprendre les recherches immédiatement. Pendant que Moreau visionnait les images, Ellie arpentait la petite cabine, jetant de temps à autre un coup d'œil à la fenêtre, où la lumière du jour commençait déjà à décliner. Il est presque 16 heures, et à cette époque de l'année, l'obscurité tombe rapidement dans les montagnes. Il semble bien qu'il s'agisse de votre belle-fille et de vos petites filles, concède Moreau au bout d'un moment. Cependant, Madame Dubois, nous ne pouvons pas commencer une opération de recherche si tard dans la journée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Ellie. Ils sont dehors en ce moment même. Je comprends votre urgence, répondit Moreau, le ton mesuré. Mais en tant qu'ancienne garde-monitrice, vous connaissez mieux que quiconque les dangers des opérations de recherche nocturne sur ce terrain. La zone que vous décrivez est particulièrement dangereuse. Ellie se dirigea vers la fenêtre, observant les gardes forestiers qui guidaient déjà les randonneurs d'un jour vers les sentiers de montagne. Des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus des sommets, promettant encore de la neige. Les prévisions annoncent une nouvelle chute de neige ce soir, poursuit Moreau. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'envoyer des équipes sur un territoire non balisé, avec une visibilité limitée et des conditions qui se détériorent. Nous ne ferions qu'augmenter le nombre de victimes potentielles. Ciel. Ah, même si cela la peinait, Ellie savait qu'il avait raison. Elle avait mené suffisamment d'opérations de sauvetage pour comprendre les protocoles et le raisonnement qui les sous-tendaient. Et les hélicoptères demanda-t-elle, cherchant des solutions de rechange. Pas dans ces conditions, et surtout pas de nuit, répond Moreau. De plus, d'après ce que je peux voir sur ces images, il ne semble pas être en détresse immédiate. Ils se déplacent volontairement, pas comme des personnes gravement blessées ou perdues. Gravement blessées ou perdues. Ellie s'enfonce d'un fauteuil, luttant contre la frustration de savoir sa famille si proche et pourtant inaccessible. Alors, on attend le matin, aux premières lueurs du jour, confirme Moreau. Je me coordonnerai avec les autorités du parc ce soir. Nous rassemblerons des équipes et planifierons l'approche la plus sûre de cette zone. Madame Dubois, je vous promets que nous ferons tout notre possible pour les retrouver demain. Je comprends, dit-elle à contre-cœur, mais je veux faire partie de l'équipe de recherche. Compte tenu de votre expérience, je pense que c'est possible. Il suffit d'être au poste de garde forestier à 6 heures du matin. Après avoir mis fin à l'appel, Ellie est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, fixant l'image figée de Cécile et des jumeaux sur son téléphone. Ils étaient vivants, mais quelque chose n'allait pas. Où était Antoine? Pourquoi n'est-il pas avec eux sur les images de la caméra? L'explication de Gérard, selon laquelle Antoine était peut-être hors champ ou avait pris un autre chemin, était logique. Mais Ellie connaissait son fils. Il ne se serait jamais séparé de sa famille sur un terrain isolé et dangereux, surtout avec les jumeaux. Il était trop protecteur, trop prudent. Et pourquoi se trouvait-il dans cette région en particulier? C'était loin des sentiers qu'ils empruntaient habituellement, dans une zone connue pour être dangereuse même pour les randonneurs expérimentés. Antoine n'y aurait pas conduit sa famille sans une raison impérieuse. Les questions se multiplient, sans réponse, et ne font qu'accentuer l'inquiétude de la jeune femme. Ellie se leva et s'approcha à nouveau de la fenêtre, observant les dernières lueurs du ciel et les premiers flocons de neige qui commençaient à tomber. Quelque part là-haut, dans l'obscurité grandissante, sa famille allait passer une nouvelle nuit seule dans la nature. « Tenez bon », murmura-t-elle, son souffle embrumant la vitre froide. « Tiens bon jusqu'au matin. » Alors que le soir s'installait sur la montagne, la cabane d'Ellie se sentait de plus en plus claustrophobe.
Les murs semblaient se refermer et le silence amplifiait les pensées anxieuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Malgré la chaleur de la petite cheminée, un frisson la parcourut, sans rapport avec la température. Son estomac gronda, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. En regardant sa montre, 18h30, Ellie décida de se joindre au dîner commun dans la salle principale du pavillon. Rester seule avec ses pensées ce soir ne ferait qu'alimenter son anxiété. Elle s'emmitoufla contre le froid et traversa la cour en direction du bâtiment principal. La chute de neige s'était intensifiée et de gros flocons tombant à la lueur des lampes extérieures. Les sentiers étaient complètement vides à présent. Tous les randonneurs censés étaient rentrés à l'abri depuis des heures. En s'approchant du pavillon, elle aperçut un groupe rassemblé autour de la grande cheminée en pierre du hall central. Le bruit des conversations et les rires occasionnels filtraient à travers les portes vitrées. Cela semblait douloureusement normal. Une autre soirée dans les montagnes pour la plupart de ces gens, alors que son monde restait bouleversé. En poussant les portes, Ellie sentit immédiatement la chaleur et l'odeur de la nourriture l'envahir. Les têtes se tournèrent à son entrée. Les conversations s'interrompirent momentanément avant de reprendre avec une désinvolture forcée. Elle s'était habituée à être le sujet de chuchotements au cours des dernières semaines. Elle prit une tasse d'eau chaude au distributeur de boissons et sortit de sa poche un gobelet de nouilles instantanées. Alors qu'elle s'asseyait au bord du rassemblement sans en faire partie, mais sans en être complètement séparée non plus, elle s'aperçut que deux hommes discutaient non loin d'elle. Ils avaient à peu près son âge, peut-être un peu plus. Leur voix était plus basse, mais toujours audible dans les accalmies momentanées de la conversation. « C'était Léonore Dubois, n'est-ce pas ?» dit l'un d'eux. « La femme millionnaire. »« Oui, » répond l'autre. « Quelle honte ! Elle a fait don de tout cet argent à la Wilderness Education Foundation le mois dernier et maintenant sa famille a disparu. Le karma peut être cruel. » « S'il s'agissait de ma famille, poursuivit le premier homme, ignorant qu'Ellie pouvait entendre chaque mot. Je serais dehors en train de chercher en ce moment même que la tempête soit damnée. 100%. Eh bien, ce n'est qu'une femme, et elle fait ça toute seule, répondit l'autre, pas méchamment. Ça ne doit pas être facile à son âge. Ellie regardait fixement sa tasse de nouilles, la vapeur s'élevant pour réchauffer son visage devenu rigide sous l'effet des émotions réprimées. Les conversations autour d'elle se poursuivaient, la plupart des gens lui laissant un espace respectueux, certains hochant poliment la tête lorsqu'ils croisaient son regard, mais elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que ces mots qui résonnaient dans sa tête. « Je serais en train de chercher en ce moment même. Au diable la tempête. Antoine attendrait-il le matin si c'était elle qui avait disparu sur la montagne ?» La réponse vint immédiatement. Non, il ne se reposerait pas tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Avec une détermination renouvelée, Ellie termina juste assez de son repas pour résister à la faim, puis s'éclipsa discrètement de l'assemblée. Personne ne sembla remarquer son départ alors qu'elle se dirigeait vers sa cabane. Une fois à l'intérieur, elle se déplaça avec détermination. Elle sortit de ses sacs son matériel de randonnée le plus fiable, celui qui lui avait permis de relever d'innombrables défis dans la nature. Des couches thermiques, un revêtement extérieur imperméable, des bottes renforcées. Son vieux sac de recherche et de sauvetage est toujours méticuleusement organisé, avec des fournitures d'urgence, une trousse de premiers soins et des outils de survie. Elle vérifie son GPS, s'assurant que les cartes en ligne et les sauvegardes hors ligne sont chargées. Les coordonnées de Gérard sont déjà marquées. Elle a emporté des piles de rechange, des barres énergétiques et son sac de couchage conçu pour des températures inférieures à 0. Tout en travaillant, une petite voix de prudence lui chuchote qu'elle est imprudente. La police et les gardes forestiers seraient à sa recherche dès les premières lueurs de l'aube. Elle avait 67 ans et devait affronter un terrain dangereux par un temps de plus en plus mauvais. Mais une voix plus forte, celle qui l'avait guidée pendant 3 décennies de sauvetage en milieu naturel, lui a rappelé que chaque heure comptait dans les situations de survie. Et s'il y a quelqu'un qui peut naviguer en toute sécurité dans ces montagnes dans des conditions défavorables, c'est bien elle.
Après avoir fixé son sac, Ellie se glissa hors de sa cabane, évitant soigneusement les chemins principaux où elle pourrait être vue. La neige tombait plus abondamment maintenant et s'accumulait déjà sur le sol. Elle sortit sa lampe frontale de sa poche, mais la laissa éteinte pour l'instant, ne voulant pas attirer l'attention alors qu'elle passait devant les cabanes faiblement éclairées. Une fois arrivée au départ du sentier, elle s'arrêta pour s'orienter. D'après les coordonnées GPS de Gérard, elle devait se diriger vers le nord-ouest, pas loin des sentiers entretenus et dans la nature sauvage moins fréquentée. Ce sera une randonnée difficile, même à la lumière du jour. Dans l'obscurité croissante et les chutes de neige, elle mettra à l'épreuve toutes ses compétences. Mais sa famille était là, et elle allait la retrouver. Ellie alluma sa lampe frontale, respira profondément l'air froid de la montagne et commença son ascension. La neige crissait sous ses bottes. Son souffle formait des nuages dans l'air glacial. À chaque pas, les bruits du chalet s'estompaient derrière elle, remplacés par le murmure de la neige et du vent dans les pins. Le terrain devenait plus escarpé, le sentier moins distinct. Au bout de 2 heures de marche, la neige tombait si abondamment que sa visibilité se réduisait à quelques mètres devant elle. Le temps semblait perdre sa signification tandis qu'elle avançait, vérifiant régulièrement son GPS pour s'assurer qu'elle restait sur la bonne voie. Au fil des heures, la température s'est encore abaissée. Le vent s'est levé, poussant la neige à l'horizontale, piquant toute peau exposée. Les lèvres d'Ellie commencent à s'engourdir. Ses doigts se raidissent malgré ses gants isolants. Elle se rend compte qu'elle approche de ses limites. Si les conditions s'aggravaient encore, elle n'aurait d'autre choix que de trouver un abri et d'attendre la fin de la tempête. Alors qu'elle réfléchissait à la possibilité d'établir un camp d'urgence, une faible lueur a attiré son attention à travers le rideau de neige. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'une illusion de lumière ou que son épuisement lui jouait des tours. Mais alors qu'elle avançait prudemment, la lueur se transforma en ce qui semblait être indubitablement une fenêtre. De la lumière s'échappant d'une structure nichée entre les arbres. Une cabane. Dans cette partie reculée de la nature, quelqu'un avait construit une cabane. L'espoir envahit le corps fatigué d'Ellie. Cette cabane offrait un abri contre la tempête de plus en plus dangereuse. Au mieux, elle pouvait apporter des réponses sur sa famille. Elle s'approcha prudemment, sa lampe frontale éclairant une petite structure solide partiellement protégée par les pins environnants. De la fumée s'échappait d'une cheminée, confirmant quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Les mains tremblantes, de froid ou d'impatience, elle ne peut le dire, Ellie frappe à la porte en bois. Il n'y a pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, et appela. « Bonjour, il y a quelqu'un. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » De longs moments de silence s'écoulent. Puis, alors qu'elle s'apprête à frapper une 3e fois, la porte s'ouvre en grinçant. Ellie se retrouve face à un visage qu'elle n'a vu que sur des photos et des affiches de personnes disparues depuis 3 semaines. Cécile se tient dans l'embrasure de la porte, l'expression figée par le choc. Pendant un instant, aucune des 2 femmes ne bougea. Puis, Cécile sembla sortir de son état de stupeur et se précipita en avant, entraînant Ellie à l'intérieur. « Comment ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutie Cécile en aidant sa belle-mère à se débarrasser de son manteau de neige. Avant qu'Ellie ne puisse répondre, de petites voix s'élèvent du fond de la cabane. « Maman, qui est-ce » 2 petites silhouettes apparaissent derrière le cadre d'une chaise en bois. Manon et Léa ont les yeux écarquillés en reconnaissant leur grand-mère. « Grand-mère Ellie !» s'écrièrent-elles à l'unisson, se précipitant en avant, mais s'arrêtant net, soudain timide ou incertaine. Ellie tomba à genoux, submergée par l'émotion et l'épuisement. La chaleur du feu de la cabane commence à dégeler ses extrémités gelées, provoquant des picotements douloureux dans ses mains et ses pieds. Mais l'inconfort physique n'est rien comparé au soulagement de voir ses petites filles en vie. Cécile se dirigea rapidement vers la petite cuisine et revint avec une tasse fumante. « Tenez, buvez ça, tu es à moitié gelé. » Alors qu'Ellie sirotait le liquide chaud, elle réalisa que Cécile avait poussé les jumelles vers leur lit de fortune. « Il est tard, les filles. Retournez vous coucher. Grand-mère Ellie est fatiguée et a besoin de se réchauffer. Vous pourrez lui parler demain. »
À contre-cœur, les jumelles se dirigent vers un petit lit dans le coin et se blottissent l'une contre l'autre sous une épaisse couverture. Cécile leur tendit à chacun une tasse de lait, et après qu'ils eurent avalé avec avidité le liquide blanc, elle les borda avec une aisance pratique, murmurant quelque chose qui provoqua de doux gloussements avant qu'ils ne s'installent enfin. « Bonne nuit, grand-mère Élie », dit Manon d'une voix douce. Léa fit écho à ces mots un instant plus tard, déjà en plein bâillement, les yeux mi-clos. L'une des filles s'assoupit presque immédiatement, ce qui étonna Élie. Peu après, leur respiration s'équilibra, douce et régulière. La chaleur de la couverture et le réconfort de la présence de l'autre semblaient dissoudre la fatigue de la journée, les laissant paisibles et calmes. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, les questions affluaient dans l'esprit d'Élie. Mais la plus pressante se fraya d'abord un chemin jusqu'à ses lèvres. « Cécile », dit-elle doucement, en gardant sa voix assez basse pour ne pas la porter jusqu'aux jumeaux. « Où est Antoine ?» Le visage de Cécile se décompose à la mention du nom d'Antoine. Elle se dirigea vers la petite table en bois au centre de la cabine et s'assit sur une chaise, faisant signe à Élie de la rejoindre. Élie s'installa en face de Cécile, les mains encore chaudes autour de la tasse. La cabane était simple, mais solide. Une seule pièce avec un coin cuisine, le petit lit que les jumelles partageaient et un canapé en cuir. Un petit poêle à bois fournit à la fois de la chaleur et une surface de cuisson, et des étagères le long d'un mur contiennent des provisions, conserves, bouteilles d'eau, outils de base. « Cécile, » insiste Élie, « que s'est-il passé? Où est mon fils ?» demande-t-elle à nouveau. Les yeux de Cécile se remplissent de larmes. Elle regarde sa propre tasse, la tournant lentement entre ses paumes avant de répondre. « Nous avons eu un accident, » commença-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Ce jour-là, nous sommes partis en randonnée. Nous n'avons pas bien vérifié les prévisions météorologiques. On a fini par être pris dans cette terrible tempête de neige il y a 3 semaines. »« Mais pourquoi étiez-vous ici ?» demande Élie, en s'efforçant de garder sa voix calme. Cette zone est indiquée comme dangereuse sur toutes les cartes du parc. Antoine sait qu'il ne faut pas emmener d'enfants dans cette zone. Cécile se mord la lèvre. Il voulait essayer quelque chose de différent. Cela fait des années que nous parcourons les mêmes sentiers et les filles commençaient à s'ennuyer. Il pensait que nous pourrions nous contenter d'explorer les zones les moins fréquentées et de rester sur les pentes les plus basses, plus sûres. Mais la tempête a frappé si soudainement que revenir en arrière semblait plus dangereux que d'aller de l'avant. Elle marque une pause, s'essuyant les yeux. Nous avons eu de la chance de trouver cette cabane. Elle nous a sauvé la vie cette première nuit. Élie acquiesça, comprenant qu'un abri dans de telles conditions aurait été une aubaine. Mais elle n'a toujours pas la réponse. « Et Antoine ?» demande-t-elle. Le visage de Cécile se plisse et pendant un moment, elle ne peut pas parler. Lorsqu'elle retrouve enfin sa voix, elle est brisée par le chagrin. Le lendemain matin, quand la neige s'est un peu calmée, Antoine a dit qu'il irait chercher de l'aide à pied. Il pensait que s'il pouvait atteindre une zone avec un réseau cellulaire ou trouver un garde forestier. Sa voix s'est interrompue. J'ai attendu. Les heures se sont transformées en jours. Une autre tempête est arrivée, pire que la première. Je ne pouvais pas laisser les filles seules pour aller le chercher. « Tu l'as retrouvé ?» demanda Élie, la gorge serrée par l'angoisse. Cécile secoue la tête, les larmes coulant à flots. « Non. » Après le deuxième orage, j'ai essayé de chercher dans les environs, mais avec les jumelles, je ne pouvais pas aller bien loin. Et puis, le mauvais temps est revenu. Nous sommes restés coincés ici en attendant que les conditions s'améliorent suffisamment pour essayer de regagner les pistes principales. Le cœur d'Élie a l'impression d'être pris dans un étau. Alors Antoine est... Elle n'arrive pas à terminer sa phrase. « Je n'en suis pas certaine », admet Cécile. « Mais ça fait 3 semaines. J'ai dû accepter qu'il... » Elle se couvre le visage de ses mains, les épaules tremblantes. Au bout d'un moment, Élie pose la question qui la taraude depuis son arrivée. « Les filles sont au courant ?» Cécile baisse les mains, se ressaisissant au prix d'un effort visible. Elles ont fini par le savoir. Elles sont intelligentes, elles posent toujours des questions. Dès la 2e semaine, elles ont compris que quelque chose n'allait pas du tout.
J'ai dû leur dire que papa ne reviendrait peut-être pas. Ellie jeta un coup d'œil vers le petit lit où dormaient ses petites filles, dont les visages assortis étaient paisibles dans la faible lumière de la cabane. L'idée qu'elles aient à traiter une nouvelle aussi dévastatrice lui brisait le cœur. « Mais pourquoi êtes-vous resté ici » demanda Ellie en se retournant vers Cécile. « Cela fait 3 semaines. Il y a sûrement eu des pauses dans le temps où vous auriez pu essayer de redescendre ?» L'expression de Cécile devient hantée. J'avais peur. Peut-être que si j'avais été seule, j'aurais pris le risque, mais avec les jumeaux, après avoir perdu Antoine? Elle secoue la tête. Ah, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il leur arrive quelque chose à eux aussi. Alors nous sommes restés avec les vivres que nous avons trouvés ici. Ellie se leva de sa chaise, ayant soudain besoin de bouger. Elle se dirigea vers la cuisine et examina les étagères de plus près. La plupart des aliments étaient en conserve, haricots, soupe, légumes, mais il y avait aussi des paquets de viande séchée et du lait qui semblait relativement frais. Ces provisions, dit Ellie en prenant l'une des boîtes de lait. On n'a pas l'impression qu'elles sont là depuis des années. Non, acquiesça Cécile. Je pense que quelqu'un utilise régulièrement cette cabane. Un chasseur peut-être. Il y en a assez pour nous permettre de tenir encore un moment. Ellie posa le lait et s'apprêta à jeter sa tasse vide. Alors qu'elle s'approchait de la petite poubelle près de la porte, quelque chose attira son attention. Un éclat de métal sous une lame de parquet mal fixée. Elle s'accroupit et examina la zone de plus près. « Il y a quelque chose là-dessous », murmura-t-elle. Cécile se lève rapidement et s'approche d'elle. « Qu'est-ce que c'est » Ellie introduisit ses doigts dans l'espace entre les planches et les souleva. La planche se soulève facilement, révélant un petit espace en dessous. Là, nichée dans la poussière, se trouvait une bague d'homme. Une alliance avec une incrustation de diamants. Ellie eut le souffle coupé en la soulevant. L'anneau était propre, sans égratignure ni saleté, comme on pourrait s'y attendre s'il avait été perdu sous un plancher pendant un certain temps. « C'est l'alliance d'Antoine, » dit-elle, la voix creuse d'incrédulité. Cécile la fixe. Son expression est indéchiffrable pendant un moment avant qu'elle ne la prenne. « Elle a dû glisser de son doigt la première nuit, » dit-elle rapidement. « Nous avions tous si froid et nos mains étaient engourdies qu'elle est probablement tombée dans la fente sans qu'il s'en aperçoive. » Ellie lui tendit la bague et regarda Cécile la glisser sur son pouce pour la conserver. Quelque chose dans cette explication ne collait pas, mais Ellie n'arrivait pas à formuler ce qui la dérangeait exactement. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la cabane, notant des détails qui lui avaient échappé auparavant. Le gros tas de bois coupé près de la porte, bien plus que ce que l'on pourrait attendre d'une cabane abandonnée. L'armoire derrière Cécile qui était légèrement entr'ouverte, révélant non seulement des conserves, mais aussi des produits frais. Cécile, dit lentement Ellie, « Si cette cabane est abandonnée, pourquoi y a-t-il autant de bois de chauffage? Et ces provisions, certaines ont l'air neuves. » Une lueur d'alarme, de culpabilité, traversa le visage de Cécile avant qu'elle ne se reprenne. « Je vous l'ai dit, je pense que quelqu'un l'utilise régulièrement. Peut-être qu'ils sont passés depuis que nous sommes ici et qu'ils ne t'ont pas vu. Ils n'ont pas proposé leur aide. Nous nous cachons quand nous entendons quelqu'un approcher, » explique Cécile. Après tout ce qui s'est passé, je ne savais pas à qui faire confiance. Ellie acquiesce, mais l'explication n'apaise pas le malaise qui grandit en elle. Elle se retourna vers la cuisine, avec l'intention de poser d'autres questions, lorsqu'un mouvement soudain attira sa vision périphérique. Dans la fraction de seconde qui précéda l'explosion de la douleur à l'arrière de sa tête, Ellie vit Cécile derrière elle, les bras levés, la crosse d'un fusil de chasse serrée dans ses mains. Puis l'obscurité l'envahit. La conscience revint à Ellie par fragments douloureux. D'abord, elle ressentit des élancements dans la tête, une pulsation constante d'agonie qui rayonnait à partir de la base du crâne. Puis la conscience du froid. Ses extrémités étaient engourdies malgré l'intérieur de la cabine. Enfin, l'odeur, quelque chose d'âcre et de chimique qui lui serra la gorge. Elle força ses yeux à s'ouvrir, clignant des yeux contre la désorientation. La cabine était sombre à présent, le feu réduit à des braises qui projetaient de longues ombres sur les murs.
Par les fenêtres, elle pouvait voir que la tempête de neige était passée, laissant un ciel nocturne clair au-delà des vitres. Lorsqu'elle essaya de bouger, elle fut prise de panique. Ses bras et ses jambes ne répondent pas. En regardant vers le bas, elle découvrit pourquoi. Elle était attachée à une chaise en bois par une corde, les liens étant suffisamment serrés pour lui entailler la peau. L'odeur s'intensifia, la faisant tousser. Du gaz. Il y avait une fuite de gaz dans la cabine. Le regard d'Ellie parcourut la pièce à la recherche de Cécile et des jumeaux. Le petit lit dans le coin était vide, et les couvertures jetées de côté. Il n'y avait personne d'autre dans la cabane. Elle se rendit compte de la situation avec une clarté brutale. Cécile l'avait laissé ligoter dans une cabane remplie de gaz avec un feu couvant qui finirait par prendre et déclencher une explosion. Elle voulait qu'Ellie meure ici. Mais pourquoi? La question brûlait aussi fort que la douleur dans sa tête, mais Ellie savait qu'elle ne pouvait pas s'y attarder maintenant. La survie passe avant tout. Elle fit le point sur sa situation. Les cordes autour de ses poignets étaient serrées, mais pas de manière experte. Si elle parvenait à créer suffisamment de mou, elle pourrait peut-être se libérer. La chaise elle-même était vieille, mais solide, pas facile à briser. Ellie commença à balancer la chaise. De petits mouvements d'abord pour tester sa stabilité. Chaque mouvement lui envoyait de nouvelles vagues de douleur dans la tête, mais elle les supportait. L'odeur de gaz devenait de plus en plus forte. Elle n'a pas le luxe de gagner du temps. D'un bond, elle bascula son poids sur le côté, faisant basculer la chaise sur le côté. L'impact secoua sa tête blessée, envoyant des étoiles dans sa vision, mais elle sentit la chaise se fissurer légèrement. Encouragée, elle répéta le mouvement, frappant la chaise contre le sol encore et encore, jusqu'à ce qu'un des pieds se brise. Le pied cassé créa juste assez de jeu dans la structure pour qu'Ellie puisse manœuvrer ses mains liées vers sa poche. Ses doigts, raidis par le froid et la circulation réduite, tâtonnèrent pendant plusieurs secondes angoissantes avant de se refermer sur ce qu'elle cherchait, un petit couteau pliant qu'elle portait toujours sur elle. L'ouvrir d'une seule main alors qu'elle était ligotée était un défi qui nécessitait toute sa dextérité. Lorsque la lame s'enclencha enfin, elle commença à scier les cordes autour de ses poignets, en prenant soin de ne pas se couper. L'odeur de gaz était maintenant écrasante et lui donnait des fourmis dans les jambes. Quelque part dans la cabine, une petite flamme provenant des braises mourantes accrocha quelque chose. Un léger souffle se fit entendre, tandis que le feu prenait près de la cheminée. La corde autour d'un poignet céda, juste au moment où les premières flammes commencèrent à courir sur le plancher en bois en direction de la cuisine. Ellie travailla plus vite, libérant son autre poignet, puis déliant rapidement ses chevilles. La position debout lui donnait le vertige, mais l'adrénaline la propulsait vers l'avant. Elle trébucha jusqu'à la porte et la trouva verrouillée. Qu'il s'agisse d'une clé ou d'un moyen extérieur, elle ne pouvait le dire. Le feu se propageait rapidement, consumant le bois vieilli avec une efficacité affamée. S'emparant d'une des bûches restantes, Ellie s'approcha de la fenêtre la plus proche. La vitre était vieille et à simple vitrage, vulnérable, surtout pour une femme qui avait passé des décennies à développer la force physique nécessaire à la survie en milieu sauvage. Avec un grognement d'effort, elle balança la bûche contre la fenêtre. La vitre se fissura, mais tint bon. Un second coup la brisa, envoyant des éclats dans la neige. Ellie utilisa la bûche pour dégager le reste de la vitre du cadre, ignorant les coupures qui s'ouvraient sur ses mains pendant qu'elle travaillait. Derrière elle, le feu atteint la cuisine. Il y eut un moment terrifiant lorsque les flammes entrèrent en contact avec la plus forte concentration de gaz, un souffle d'air, puis une explosion de chaleur intense qui lui brûla les cheveux et la poussa en avant par sa force. Ellie n'hésite pas. Elle passa par la fenêtre, les bords tranchants du verre brisé s'accrochant à ses vêtements et lui entaillant la jambe alors qu'elle se faufilait dans l'espace étroit. Elle tomba lourdement dans la neige, le froid contrastant avec le brasier derrière elle. Roulant loin de la cabane, elle regarda les flammes engloutir la structure. La lueur chaleureuse qui semblait si accueillante il y a quelques heures se révélait maintenant comme le piège mortel qu'elle était devenue. Ses provisions, son GPS, son sac à dos, ses moyens de communication et de navigation, tout brûlait à l'intérieur.
Elle était seule dans la nature, sans équipement, blessée et sans idée précise de sa position par rapport au gîte, mais elle était en vie. Et quelque part, Cécile était en fuite avec les jumeaux, les enfants du fils d'Élie, Antoine, l'homme que Cécile avait certainement tué. Élie ne pouvait ignorer cette vérité. Si la mort d'Antoine était vraiment un accident, alors pourquoi Cécile avait-elle essayé de la tuer, elle aussi, lorsqu'elle avait commencé à poser trop de questions? Élie se leva en titubant, grimaçant sous l'effet de la douleur qui lui traversait la jambe à l'endroit où le ver l'avait coupé. La nuit était claire maintenant, les étoiles brillamment visibles au-dessus de la limite des arbres. Elle s'orienta à l'aide de l'étoile polaire, se rappelant que le gîte se trouvait à l'ouest de la cabane. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas dans cette direction, un léger son attira son attention. Une voix d'enfant aiguë et effrayée s'élevait de quelque part dans la forêt. Oubliant ses propres blessures, Élie se dirigea vers le son, ses pieds s'enfonçant dans la neige épaisse. La voix se fit entendre à nouveau, plus claire cette fois, sans aucun doute, celle des jumeaux. Elle s'enfonça dans un bosquet de pins, suivant les cris, jusqu'à ce qu'elle émerge dans une petite clairière. Là, contre un affleurement rocheux, une petite silhouette vêtue d'une veste violette était recroquevillée, une jambe tendue dans un angle peu naturel. « Léa » appela Élie à voix basse, s'approchant lentement pour ne pas effrayer davantage l'enfant. La fillette leva les yeux, le visage baigné de larmes. « Grand-mère Élie, j'ai mal. J'ai vraiment mal à la jambe. » Élie s'accroupit près de sa petite fille et examine attentivement la blessure. Même à la faible lumière des étoiles, elle pouvait voir que la jambe de Léa était soit cassée, soit gravement foulée. La cheville est 2 fois plus enflée que la normale. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demanda Élie en retirant son écharpe pour créer une attelle de fortune. « Où sont ta maman et Manon ?» Léa renifle. « Je suis tombée en bas de la colline. Maman a essayé de m'aider, mais elle a dit qu'il fallait continuer. Elle a dit, la voix de l'enfant se brise, elle a dit quelque chose à propos du sacrifice. Et puis elle a pris Manon et m'a laissée ici. » Élie est envahie par une rage qu'elle n'a jamais connue. Cécile avait abandonné une enfant blessée dans la nature, sa propre fille par des températures glaciales qui l'auraient tuée avant le matin. « Je suis là maintenant, » dit Élie, s'efforçant de garder une voix calme et rassurante. « Je vais t'emmener dans un endroit sûr. » Avec des mouvements doux, elle fixa l'attelle autour de la cheville de Léa, utilisant des branches et son écharpe pour immobiliser l'articulation. Puis, elle souleva l'enfant dans ses bras, la berçant contre sa poitrine. « Ça va aller !» promet-elle en se tournant vers ce qu'elle espère être le chemin du retour à la civilisation. « Accrochez-vous bien, nous avons une longue marche devant nous. » Léa enroula ses bras minces autour du cou d'Élie, son corps frissonnant de froid et de choc. Malgré ses propres blessures et son épuisement, Élie trouva de nouvelles réserves de force alors qu'elle entamait le pénible voyage vers le bas de la montagne, chaque pas transportant une cargaison précieuse. Elle n'a pas d'équipement, pas de carte et un enfant blessé à protéger. Mais elle avait des dizaines d'années d'expérience dans ces montagnes et une détermination de fer qui ne cédait ni à la douleur, ni à la fatigue, ni à la peur. Quelque part devant elle, Cécile s'enfuit avec Manon. Et quand Élie serait en sécurité avec Léa, elle s'assurait que cette femme ne fasse plus jamais de mal à un autre membre de sa famille. La descente de la montagne fut une épreuve d'endurance épuisante. Chaque muscle du corps d'Élie réclamait du repos, mais elle avançait, le poids de Léa dans ses bras lui rappelant constamment ce qui était en jeu. L'enfant s'était endormi d'un sommeil agité, des gémissements occasionnels s'échappant de ses lèvres lorsque la douleur brisait son épuisement. Élie naviguait à la lumière des étoiles et de sa mémoire, choisissant les pentes les plus douces lorsque c'était possible, contournant avec précaution les obstacles qu'elle pouvait à peine apercevoir dans l'obscurité. Chaque pas doit être mûrement réfléchi. Une chute maintenant pourrait être catastrophique pour toutes les deux. Les heures passèrent ainsi, rythmées par le lent mouvement des étoiles dans le ciel. Alors que l'horizon oriental commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube, Élie aperçut des points de repère familiers. Ils approchaient des sentiers entretenus qui les ramèneraient à l'auberge. « Léa » dit-elle doucement en réveillant l'enfant.
Regarde, ma chérie, on y est presque. La fillette s'agita et cligna des yeux en voyant ce qui l'entourait. Son visage était pâle de douleur et de froid, mais une lueur d'espoir apparut dans ses yeux lorsqu'elle vit les balises du sentier devant elle. « Maman est là ?» demanda-t-elle d'une petite voix incertaine. La question prend Ellie au dépourvu. Comment expliquer à une fillette de 7 ans que sa mère a tenté de les tuer toutes les deux, qu'elle a abandonné Léa pour qu'elle meure dans la neige? « Je ne sais pas, » répondit-elle sincèrement. « Mais il y a des gens qui peuvent nous aider, et c'est ce qui compte pour l'instant. » Le dernier tronçon de leur voyage les amène à dépasser les cabanes éloignées et à se diriger vers le pavillon central. Alors qu'ils émergeaient de la limite des arbres, Ellie pouvait voir les randonneurs matinaux se préparer pour leur journée et les membres du personnel installer l'équipement. Rassemblant ses dernières réserves de force, elle cria « Au secours! On a besoin d'aide ici !» Les têtes se tournent. Il y eut un moment d'immobilité choquée avant que les gens ne se mettent à courir vers eux. Les jambes d'Ellie finirent par lâcher et elle tomba à genoux dans la neige, serrant toujours Léa dans ses bras. « Appelez une assistance médicale !» cria quelqu'un. « Et appelez le gérant !» Des mains se tendent vers eux, aidant Ellie à se relever. D'autres prennent Léa de ses bras avec précaution. La chaleur du foyer de l'hôtel les enveloppe et on les guide à l'intérieur. Les voix se chevauchent, inquiètes et confuses. « C'est Éléonore Dubois », dit quelqu'un. Et l'un des enfants disparut. Le gérant de l'hôtel apparut, son visage exprimant le choc lorsqu'il l'a reconnue. « Madame Dubois, que s'est-il passé? Comment avez-vous » ? « Appelez la police !» Ellie l'interrompt, la voix chargée d'épuisement. « Cécile a essayé de me tuer. Elle a laissé Léa blessée dans la neige pour qu'elle meure. » Un silence feutré s'abat sur la foule rassemblée. Certains avaient commencé à enregistrer la scène sur leur téléphone, mais Ellie ne se souciait plus de la vie privée. « Il faut les réchauffer », dit le directeur en reprenant son calme, « et l'enfant a besoin d'une assistance médicale immédiate. » On les guida vers la grande cheminée de la pièce principale, où des couvertures apparurent de quelque part, enroulées autour de leurs épaules. Un membre du personnel formé au premier secours commença à examiner la jambe blessée de Léa, tandis qu'un autre apportait des boissons chaudes. « Madame Dubois », dit le directeur en s'accroupissant à côté d'elle. Les gondoliers ont signalé avoir vu une femme avec un enfant tôt ce matin. Ils n'en étaient pas certains, mais ils pensaient qu'il s'agissait peut-être de Cécile. Ellie termina pour lui, avec Manon. Dans quelle direction se dirigeait-il? En bas de la montagne. Apparemment, ils allaient vite. Ils ne se sont pas arrêtés pour parler à qui que ce soit. Le cœur d'Ellie se serre. Si Cécile était déjà descendue de la télécabine, elle pouvait se trouver n'importe où à l'heure qu'il est. Le hurlement des sirènes annonça l'arrivée des secours. En quelques minutes, le pavillon est rempli de policiers et d'ambulanciers. Léa est transférée avec précaution sur une civière, les ambulanciers stabilisant sa jambe et vérifiant ses signes vitaux. « Je veux rester avec ma petite fille », insiste Ellie, alors que l'on s'apprête à déplacer Léa. « Bien sûr », lui assure l'un des ambulanciers. « Nous allons vous transporter toutes les deux à l'hôpital. » Alors qu'elles sont chargées dans l'hélicoptère médicalisé, le moyen le plus rapide d'atteindre l'hôpital le plus proche, un officier de police s'approche. « Madame Dubois, nous devons prendre votre déposition le plus rapidement possible. Nous avons déjà reçu des informations contradictoires. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demande Ellie, sans relâcher son emprise sur la main de Léa. Une femme se présentant comme Cécile Dubois a été amenée à l'hôpital plus tôt par un chasseur qui l'a trouvée avec un enfant à l'entrée principale du parc. Elle a porté de graves accusations contre vous. Ellie regarde le policier avec incrédulité. « Quel genre d'allégations ? » Elle prétend que vous les avez retrouvés dans une cabane où ils s'étaient réfugiés après la disparition de son mari. Selon sa déposition, lorsque vous avez appris qu'Antoine était présumé mort, vous êtes devenu furieux et avez tenté de vous en prendre à elle et aux enfants. « C'est absurde, » dit Ellie, la colère lui redonnant de l'énergie. « Elle m'a assommé et m'a laissé mourir dans une cabine remplie de gaz. Elle a abandonné Léa avec une jambe cassée par une température glaciale. » Le policier acquiesce et prend des notes. « Nous aurons besoin de déclarations formelles de vous deux, et de l'enfant quand elle le pourra. »
Elle s'appelle Léa, dit Ellie avec fermeté. Et elle a plus besoin de soins médicaux que vous n'avez besoin de sa déclaration pour l'instant. Bien sûr, nous vous retrouverons à l'hôpital. L'officier recula pendant que l'équipage de l'hélicoptère fermait les portes. Alors que l'hélicoptère décolle, Ellie tient fermement la main de Léa, regardant le paysage montagneux s'éloigner sous leurs pieds. En quelques heures, elle avait retrouvé sa famille, perdu son fils à nouveau et failli mourir aux mains de la femme qu'il avait épousée. Et maintenant, cette même femme tentait de déformer le récit pour dépeindre Ellie comme le méchant. L'idée que Cécile retienne Manon, qu'elle risque d'empoisonner l'esprit de l'enfant contre sa propre grand-mère et sa sœur jumelle, fait bouillir le sang d'Ellie. L'ambulancier qui surveillait Léa jeta un regard inquiet à Ellie. « Madame, je dois aussi vérifier vos blessures. Vous avez des lacérations qui doivent être nettoyées et une possible commotion cérébrale due au coup que vous avez reçu à la tête. » Ellie acquiesça distraitement, permettant au médecin d'examiner la blessure à l'arrière de son crâne. Elle pensait à ce qui l'attendait à l'hôpital. Les mensonges de Cécile, un système judiciaire qui devra démêler le vrai du faux, et la tâche déchirante d'aider ses petites filles à comprendre ce qui est arrivé à leur famille. Grand-mère Ellie, dit Léa d'une voix faible mais claire. « J'ai peur. J'ai peur. » Ellie se penche plus près, lissant les cheveux de l'enfant sur son front. « Je sais, ma chérie, mais je suis ici avec toi et je ne vais nulle part. C'est une promesse qu'elle a l'intention de tenir, quels que soient les défis qui l'attendent. » Le couloir de l'hôpital grouillait d'activité. Les infirmières circulant efficacement entre les chambres, les médecins consultant les dossiers, les familles attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches. Ellie est assise à l'extérieur du service de radiologie, un bandage recouvrant la blessure qu'elle a à l'arrière de la tête, des pansements plus petits sur ses mains coupées. Les médecins ont confirmé qu'elle avait subi une légère commotion cérébrale, mais pas de fracture du crâne. Ils voulaient la garder en observation toute la nuit, mais Ellie avait refusé d'être admise à un étage différent de celui de Léa. Elle attend donc que sa petite fille passe des radiographies pour déterminer l'étendue de ses blessures. Un policier se tient à proximité. Ellie ne sait pas si c'est pour la protéger ou pour s'assurer qu'elle ne partira pas. Après l'atterrissage de l'hélicoptère, ils avaient été séparés brièvement pour les premiers examens médicaux. Pendant ce temps, d'autres officiers étaient arrivés et l'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et une silhouette familière en sort. Gérard Lenoir, le chasseur qui lui avait montré les images de la caméra. Il s'approche d'un air grave, salue l'officier d'un signe de tête respectueux avant de s'adresser à Ellie. « Madame Dubois, j'ai appris ce qui s'est passé sur la montagne. Je suis heureux que vous soyez saine et sauve. » Gérard, Ellie étudie son visage, essayant de lire ses intentions. « Je vous remercie d'être venu, mais je suis surpris de vous voir ici. » Il jette un coup d'œil à l'officier, puis revient à Ellie. « J'ai besoin de vous parler et de parler à la police. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du service de radiologie s'est ouverte et un médecin en est sorti, une tablette à la main. « Madame Dubois, les radiographies de votre petite fille montrent une fracture nette du tibia. Elle aura besoin d'une intervention chirurgicale pour fixer correctement l'os et placer des broches pour le maintenir en position pendant la cicatrisation. »« Quand pouvez-vous procéder à l'opération ?» demande Ellie en se levant de son siège. « Nous sommes en train de préparer une salle d'opération. Il faut que les formulaires de consentement soient signés et ensuite, nous pourrons procéder. » Ellie acquiesce. « Je veux d'abord la voir. » Le médecin la guida vers le service où Léa était allongée sur un brancard, la jambe immobilisée et une intraveineuse dans le bras. Le visage de la jeune fille s'éclaircit légèrement lorsqu'elle vit sa grand-mère. « Les médecins disent qu'ils vont réparer ma jambe, » dit-elle d'une petite voix courageuse. « C'est exact, » confirme Ellie en se déplaçant à ses côtés et en lui prenant la main. « Ils vont t'endormir pour que tu ne sentes rien. Et quand tu te réveilleras, ta jambe sera plâtrée, mais elle sera sur le bon chemin de la guérison. » Maman va-t-elle signer les papiers? Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un parent. Ellie hésite, ne sachant que répondre.
La situation juridique était compliquée. En tant que grands-parents, elle n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire pour consentir à des procédures médicales, d'autant plus que Cécile se trouvait dans le même hôpital. Le médecin se racle la gorge. Dans les situations d'urgence impliquant des mineurs dont la tutelle n'est pas claire, nous pouvons procéder à un traitement médicalement nécessaire avec le consentement des parents disponibles. Compte tenu des circonstances, votre signature suffira pour l'instant, Madame Dubois. Elle est soulagée. Le soulagement l'envahit. Je signerai tout ce que vous voudrez. Après avoir rempli les papiers nécessaires et promis à Léa qu'elle serait là à son réveil, Élie retourna dans le couloir où Gérard et le policier l'attendaient. Nous devrions parler en privé, suggéra Gérard. Le policier les conduisit dans une petite salle de consultation où 2 autres policiers les attendaient déjà. Une fois la porte refermée, Gérard respire profondément. « Je veux d'abord vous dire à quel point je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, » commence-t-il. « Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas facile. » Élie se ressaisit. « Dis-nous la vérité, Gérard. » Il acquiesce d'un air sombre. « Il y a 3 semaines, j'ai trouvé Cécile, Antoine et les jumeaux dans ma cabine. Ils avaient passé la nuit sur place après avoir été pris dans la tempête. Antoine m'a expliqué qu'il s'était aventuré dans cette région et qu'il n'avait pas pu rentrer sains et saufs quand le temps a tourné. « Votre cabane » interrompt Élie. « C'est votre cabane de chasse » ? « Oui, je l'ai depuis des années. Elle ne figure sur aucune carte officielle. Je l'ai construite moi-même sur une parcelle isolée, poursuit Gérard. Je les ai laissés rester parce que les filles étaient épuisées et effrayées. Antoine a promis qu'il partirait quand les choses iraient mieux, et les filles se sont senties mieux. » Gérard marque une pause, visiblement en proie à des difficultés pour trouver ses mots. Je les ai laissés là pour préserver leur intimité, avec l'intention de retourner moi-même au gîte, mais le temps s'est dégradé. Une tempête de grêle s'est abattue sur nous. J'étais à mi-chemin quand j'ai entendu des cris, des voix d'enfants. La salle s'est complètement figée. Tous les regards sont fixés sur Gérard qui se force à continuer. J'ai suivi les bruits et j'ai vu Cécile pousser Antoine du haut d'une falaise. Il est tombé raide mort. Les jumeaux étaient tout près, cachés derrière des arbres. Cécile leur disait de rester où ils étaient. La main d'Élie se porta à sa bouche, un son étranglé s'échappant de sa gorge. Elle se doutait de quelque chose comme ça, mais l'entendre confirmer était dévastateur. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé tout de suite ?» demande l'un des officiers. Les épaules de Gérard s'affaissent. Cécile m'a vu regarder. Je voulais la confronter, mais avec le temps et la falaise instable, j'ai eu peur pour ma sécurité et celle des enfants. Nous sommes donc retournés à la cabane, et c'est là qu'elle m'a fait une proposition. Si je les laissais, elle et les enfants restaient cachés dans ma cabane jusqu'à ce que quelqu'un les trouve naturellement. Elle me paierait suffisamment pour que je prenne ma retraite et disparaisse. Elle a dit qu'elle obtiendrait l'argent de l'assurance vie d'Antoine. Il ne peut croiser le regard d'Élie. J'ai honte d'admettre que je l'ai envisagé, que j'ai même accepté au début. Pendant 3 semaines, je leur ai apporté du matériel, de la nourriture, du bois de chauffage, tout ce dont ils avaient besoin. 2 millions d'euros, dit Élie à voix basse. C'était la police d'assurance vie d'Antoine. Cécile en est la première bénéficiaire, mais seulement si Antoine est décédé alors qu'ils étaient encore légalement mariés, sans accusation criminelle ni intention avérée. Gérard acquiesce. Cécile a dit que son mari avait récemment consulté un avocat pour modifier son testament, créant des fonds fiduciaires pour les jumeaux en cas de décès ou de divorce, mais la paperasserie n'était pas encore finalisée. L'un des officiers se penche vers l'avant. « Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi vous présentez-vous maintenant ? Pourquoi avez-vous aidé Madame Dubois ? » « Plusieurs choses, » répond Gérard. Voir ces affiches de personnes disparues partout, voir comment les filles pleuraient leur père, ça m'a travaillé la conscience. Mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est d'avoir entendu Cécile au téléphone avec son avocat. Elle voulait m'impliquer dans la mort d'Antoine pour éviter de partager l'argent. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus être mêlé à tout ça. Il se tourne vers Élie, un véritable remords dans l'expression. Je suis désolé de ne pas t'avoir mené directement à eux quand tu m'as montré cette affiche. J'étais effrayé et égoïste.
Mais quand j'ai vu Cécile et un seul enfant quitter la montagne ce matin, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. C'est là que j'ai appelé la police. Ellie le regarde fixement, un mélange complexe d'émotions se bousculant en elle. La gratitude d'avoir contribué à sauver Léa, la fureur qu'il ait protégé Cécile pendant si longtemps, le dégoût de le voir profiter du meurtre de son fils. Elle a tué mon fils, dit Ellie, sa voix dépassant à peine un murmure, et tu l'as aidé à étouffer l'affaire. Je sais, reconnaît Gérard, et j'accepterai le châtiment qui me sera infligé. Mais je ne pouvais plus me supporter. L'un des officiers se lève. Monsieur Lenoir, nous vous plaçons en état d'arrestation pour complicité d'homicide après les faits. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que le policier continue de lire à Gérard ses droits, Ellie tente de faire le point sur ce qu'elle vient d'apprendre. Antoine n'était pas mort dans un tragique accident en voulant sauver sa famille. Il a été assassiné de sang-froid par sa femme avec ses enfants comme témoins. Les agents menottent Gérard et s'apprêtent à le faire sortir. Avant qu'il ne le fasse, il se retourne une dernière fois vers Ellie. « Pour ce que ça vaut, Madame Dubois, je suis vraiment désolé. Sans moi, vous n'auriez peut-être jamais retrouvé votre petite fille. J'espère qu'un jour vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. » Ellie a levé la main un instant comme si elle allait le frapper, mais son bras retomba sur le côté. « Tu as raison sur un point. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais retrouvé Léa et Manon. Je vous en remercie, mais le pardon, je ne peux pas vous l'offrir maintenant. » Une fois Gérard emmené, le dernier policier explique à Ellie la suite des opérations. Nous procédons maintenant à l'arrestation de Madame Cécile Dubois. Avec le témoignage de Monsieur Lenoir et ce que nous espérons apprendre des enfants, nous avons suffisamment d'éléments pour l'inculper de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. « Et Manon ?» demande Ellie. « Où est-elle maintenant ?» Elle est dans une chambre sécurisée avec un défenseur des enfants. Cécile a été mise à l'écart depuis que nous avons pris connaissance des témoignages contradictoires. On frappa à la porte pour les interrompre. Une infirmière entra regardant directement Ellie. « Madame Dubois, votre petite fille est sortie du bloc opératoire. Tout s'est bien passé et elle est en salle de réveil. Vous pourrez la voir bientôt. » « Merci, » dit Ellie, le soulagement évident dans sa voix. Au moins une chose allait bien aujourd'hui. L'officier se lève. « Je dois rejoindre mes collègues. Nous allons maintenant dans la chambre de Cécile pour l'arrêter officiellement et lui lire ses droits. Voulez-vous être présente ?» Ellie réfléchit un instant, puis acquiesce. « Oui, j'ai besoin de la regarder dans les yeux. » Ils marchèrent ensemble dans le couloir jusqu'à une autre aile de l'hôpital. À l'extérieur d'une salle gardée par un officier en uniforme, plusieurs fonctionnaires de police étaient rassemblés et parlaient à voix basse. Ils saluèrent Ellie d'un signe de tête respectueux lorsqu'elle et l'agent s'approchèrent. « Nous sommes prêts, » dit l'inspecteur principal. « Madame Dubois, vous pouvez observer, mais permettez-nous de nous occuper officiellement de cette affaire. » Ellie accepta et ils entrèrent dans la pièce. Cécile était allongée dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras et des moniteurs surveillant ses signes vitaux. Son expression se durcit lorsqu'elle vit Ellie. « Cécile Dubois, » commença formellement le détective. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Antoine Dubois et la tentative de meurtre sur Éléonore Dubois et Léa Dubois. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que l'inspecteur poursuit la lecture des droits de Cécile, Ellie observe la femme qui a tué son fils. Le visage de Cécile reste impassible jusqu'à ce que l'inspecteur mentionne le témoignage de Gérard. « Il ment », crache Cécile. « C'est Gérard qui... » « Gardez ça pour votre avocat », l'interrompt l'inspecteur qui poursuit la lecture des droits Miranda. Lorsqu'il eut terminé, Ellie s'avança. « Pourquoi, Cécile ? Antoine est un bon mari pour toi. » L'expression de Cécile se tordit d'amertume. « Bon, c'est ce que tu penses ? Nous nous sommes disputés pendant des mois après que je l'ai surpris en train de me tromper avec une femme de son bureau. » « Antoine ne m'aurait jamais trompé, » dit Ellie avec fermeté. « Ce n'est pas ce qu'il était. » « Je l'ai vu rencontrer des femmes à de multiples reprises, » insiste Cécile, toujours avec la même excuse de réseau et de rendez-vous d'affaires. Et puis, il a commencé à parler de modifier notre contrat de mariage. Il avait l'intention de me quitter pour quelqu'un d'autre. Ellie secoue la tête.
Tu ne connais pas toute l'histoire. Tu as juste supposé le pire et tu as agi en conséquence. La randonnée était censée arranger les choses, poursuit Cécile, comme si Ellie n'avait pas parlé. C'était un moyen de renouer les liens familiaux, mais il a continué à tout nier, à refuser de couper les ponts avec cet ami. J'ai craqué. Alors tu l'as poussé du haut d'une falaise, demande Ellie, incrédule. Avec vos filles à proximité? Elle n'était pas censée nous suivre à l'extérieur, dit Cécile sur la défensive. Je leur ai dit de rester dans la cabane. L'un des officiers passe les menottes au poignet de Cécile, les attachant à la barre du lit. Madame Dubois, vous resterez en garde à vue ici jusqu'à ce que vous soyez médicalement autorisée à être transportée au centre de détention. Cécile lance un regard à Ellie. Ce n'est pas fini. C'était fini au moment où tu as décidé d'assassiner mon fils, répondit froidement Ellie. Tu passeras le reste de ta vie en prison et tu ne reverras jamais ces filles. Laissant Cécile sous bonne garde, Ellie se dirigea vers la salle de réveil où Léa commençait à se réveiller de l'anesthésie. La jambe de l'enfant est plâtrée du pied à la mi-cuisse, légèrement surélevée sur un oreiller. « Grand-mère Ellie », murmure Léa en grognant, tandis qu'Ellie s'installe à côté de son lit. « Je suis là, ma chérie », lui assure Ellie en lui prenant la main. L'opération s'est parfaitement déroulée. Tu vas t'en sortir. « Où est Manon ?» demande la jeune fille en regardant autour d'elle d'un air vague. « Elle est aussi à l'hôpital. Tu la verras bientôt. Je te le promets. » Plus tard dans la soirée, après que Léa eut été transférée dans une chambre ordinaire et qu'elle eut sombré dans un profond sommeil assisté par des médicaments, Ellie obtint la permission de rendre visite à Manon. L'enfant était dans une chambre au bout du couloir, une assistante sociale assise tranquillement dans un coin. Manon a levé les yeux à l'entrée d'Ellie, les yeux écarquillés et incertains. Elle ressemblait tellement à sa sœur, mais les expériences des dernières semaines l'avaient marquée différemment. Une lassitude dans son regard qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait posséder. « Salut, Manon », dit doucement Ellie en s'approchant lentement. « Grand-mère, Ellie », dit la fillette d'une voix tremblante. « Où est maman? Où est Léa ?» Ellie s'assit sur le bord du lit, veillant à ne pas bousculer l'enfant. Léa se repose dans une autre pièce. Sa jambe était blessée, mais les médecins l'ont soignée. Elle va s'en sortir. Et maman? Ta maman est avec des gens qui essaient de comprendre ce qui s'est passé sur la montagne. Pour l'instant, Léa et toi allez rester avec moi. La lèvre inférieure de Manon frémit. Papa ne reviendra pas, n'est-ce pas? Maman a dit qu'il avait eu un accident. Ellie sentit son cœur se briser à nouveau. Non, ma chérie. Papa ne reviendra pas, mais il vous aimait beaucoup, beaucoup, Léa et toi. Et je vais faire en sorte que tu t'en souviennes, toujours. Les larmes montent aux yeux de Manon. Sans crier gare, elle se jette dans les bras d'Ellie, des sanglots secouant sa petite taille. Ellie la serre contre elle, laissant couler ses propres larmes en berçant sa petite fille. Alors que les sanglots de Manon s'estompent peu à peu pour laisser place à un hoquet, puis à la respiration régulière d'un sommeil épuisé, Ellie continue de la serrer dans ses bras en pensant à tout ce qui s'est passé et à tout ce qui l'attend. Elle avait perdu son fils, une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Mais ses filles étaient restées, liens précieux avec l'homme qu'elle avait élevé et aimé. Elles auront plus que jamais besoin de sa force, et elle est déterminée à la leur donner. La justice pour Antoine sera rendue par les tribunaux. Cécile sera jugée pour ses crimes, et Gérard répondra de son rôle dans la dissimulation de la vérité. Mais la véritable justice, selon Ellie, serait de s'assurer que Manon et Léa grandissent en sachant qu'elles sont aimées et protégées, que malgré les terribles actions d'un parent, elles ne sont pas définies par cet héritage. Alors que le clair de lune filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant des ombres douces sur le visage endormi de Manon, Ellie fit une promesse silencieuse à son fils. Elle s'occuperait de ses filles avec tout l'amour et la sagesse qu'elle possédait. Elle les aiderait à affronter les vérités difficiles de leur passé, tout en construisant un avenir rempli de guérison et d'espoir. Éléonore Dubois n'a jamais reculé devant les défis. Elle a passé sa vie à se préparer à des voyages difficiles. Et cette fois-ci, peut-être la plus importante de toutes, elle devra faire face à la même résilience et à la même détermination que celles qui l'ont guidée à travers les montagnes pendant plus de 30 ans.